Bonjour à tous. Alors, sujet vaste que la chirurgie assistée par ordinateur dans l'arthroplastie de hanche, et ce d'autant plus qu'on a quand même l'impression que beaucoup de choses ont été réalisées dans cette intervention, l'intervention du siècle qualifiée par le Lancet. Et pourtant, l'instabilité reste la première cause de révision dans la première année aux États-Unis, avec jusqu'à 40% de malposition comme cause de révision. Et dans 50% des cas dans cette étude de Callanan, la safe zone de Levinate n'était pas respectée, ce qui nous fait quand même beaucoup réfléchir. Alors, parmi les solutions qu'on connaît, historiquement, l'ordinateur nous permet de réaliser de la planification en 3D. On sait que cette planification est fiable pour la taille et le placement de la tige, la taille de la cupule, l'offset fémoral et la longueur. En revanche, il y a des limites que l'on connaît aussi, une irradiation supplémentaire, le coût du scanner, l'absence de choix d'implant, puisque le logiciel est proposé avec les implants, du temps de procédure d'environ 16 minutes. Et puis surtout, même si la position de la cup est décidée avec le planning, on n'a pas d'outil pour s'assurer que ce placement est correctement réalisé. C'était le souhait de la navigation. On sait que ça augmente la précision. On l'avait nous-mêmes démontré en 2007 dans une étude de Sébastien Parat. Néanmoins, cette navigation est basée sur la safe zone de Levinec. Et cette safe zone, dans cette étude de la Mayo Clinic, la grande majorité des hanches instables étaient dans la safe zone de Levinec, donc sujet qui reste entier. De surcroît, on n'a pas de prise en charge de l'équilibre sagittal du rachis, et pourtant on sait que c'est important. Et pour finir, le retentissement clinique de cette navigation n'est pour l'instant pas démontré, et c'est ce qu'on avait mis en évidence en 2016 et qui a donné lieu à l'arrêt de cette pratique dans notre équipe. Alors il y a cet outil développé par Corinne qui, comme vous le voyez ici, à partir de clichés en position debout, assise ou en flexion de hanche, permet de déterminer un modèle 3D, puis une planification, puis un arc en fonction de l'inclinaison et de l'antéversion de la cupule que vous envisagez, un arc de mobilité avec des zones d'impingement, de conflit. Une fois que vous avez choisi la bonne zone, le fabricant vous propose un guide de coupe fémorale et un guide de positionnement d'un outil que l'on met dans l'acétabulum avec une visée laser et en couplé à un référentiel bassin. Cette visée laser doit converger sur un seul point, témoignant du bon positionnement de la cupule. Puis, depuis 2010 et approuvé aux États-Unis depuis 2015, lancé de manière un peu plus récente en France, la robotique de Mako, c'est donc un système semi-haptique où le chirurgien réalise le geste avec une aide du robot qui limite la source d'erreur. C'est à partir d'une planification 3D, du côté opéré ou opposé, qui vous permet de déterminer la taille et la position des implants ainsi que la hauteur de coupe. En intraopératoire, c'est à partir d'une navigation classique, un référentiel fémur et deux bassins, une acquisition du fémur avant la coupe, puis une acquisition de l'acétabulum après la coupe. On peut réaliser un fraisage de la cupule avec une assistance donc robotique semi-active, et puis éventuellement soit faire la même chose au niveau du fémur, soit passer en express mode avec un implant fémoral non navigué. Donc, cette robotique, on le sait, il y a pas mal de publications maintenant, elle augmente la précision de l'implantation de la cupule par rapport à la main levée. On a moins d'informations au niveau de la tige, mais il semblerait qu'elle augmente le positionnement et le remplissage. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire cet excellent papier de Pascal Coyum-Jean et de l'équipe de Montpellier et de Lille sur ce sujet. Néanmoins, une fois de plus, c'est basé sur la zone de Levinec. On n'a pas d'influence prouvée sur les scores fonctionnels et puis les coûts sont relativement conséquents. Alors, l'ordinateur vous permet aussi de réaliser de l'impression 3D avec des implants sur mesure que l'on connaît en primaire ou en révision de manière un peu plus récente, largement utilisée en Asie et aux États-Unis. On peut utiliser aussi l'impression 3D pour des Sawbones à l'échelle 1/1, permettant de réaliser des planifications de prothèses de hanche difficiles ou de révision. Utiliser des guides de coupe en chirurgie primaire, mais ils sont beaucoup plus répandus en chirurgie tumorale, en particulier au niveau du bassin. Dernier sujet, c'est la réalité virtuelle. Alors, réalité virtuelle ou augmentée, il faut connaître la différence. La réalité augmentée
consiste essentiellement à ajouter un contenu numérique dans un environnement réel, alors que la réalité virtuelle fait référence à toute technologie immergeant son utilisateur dans un environnement généré entièrement par l'ordinateur. La réalité augmentée, c'est par exemple les lunettes HoloLens, dont on vous parlera probablement à l'épaule. Et puis, de manière un peu plus récente, c'est dans les lunettes des outils de navigation que vous propose par exemple Pixie Medical au genou avec des lancements prévus et des applications dans les autres articulations. La réalité virtuelle, en revanche, c'est utilisé pour l'enseignement. Vous avez par exemple ces sociétés, Orama, sans retour haptique, donc sans retour de force, avec par exemple des Oculus Quest. Vous voyez qu'on peut avoir au sein de la vision un groupe éventuellement de formateurs, et puis avec retour haptique, par exemple par Fundamental Surgery. Alors, en conclusion, la chirurgie assistée par ordinateur améliore la précision des PTH avec certains compromis. Ça peut être le coût du software. Il est généralement proposé par le fabricant avec différents compromis, soit par exemple dans le cas du robot, l'achat du robot, ou dans le cas des impressions 3D, ben, le produit imprimé. Dans la réalité augmentée, ça va probablement avec les lunettes. Il n'y a pas de consommable uniquement, enfin, sauf dans le cas du robot et du PSI. On a une liberté des implants dans le planning, pardon, dans l'impression 3D, le PSI et la réalité augmentée, mais pas dans le planning 3D, comme je vous l'ai dit, ni dans la robotique. Au bloc, on a une parfaite liberté assez souvent, sauf dans la robotique, puisque assez souvent le robot est lié à une salle. Et au niveau du temps que ça génère additionnel, eh bien, il est probablement important au début avec le robot parce qu'il y a une courbe d'apprentissage, il y a une quinzaine de minutes pour le planning 3D et puis un peu d'échange avec les ingénieurs pour l'impression 3D. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai essayé d'être clair et concis et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous jugerez utiles.